Cette semaine, entretien avec un guerrier, un épisode qui a été enregistré pendant la période de congé maladie de Jérémy. Un épisode avec un pratiquant de Krav Maga et un auteur jeunesse qui vient tout juste de faire paraître un livre de littérature jeunesse, mais martial. C'est un livre en français dont je ne vous donnerai pas le titre ici parce que on a un petit concours pour vous spécialement cette semaine. Si vous partagez l'épisode en taguant un ami et que vous êtes capable de nous nommer le titre dans votre post, le titre du livre, on va faire tirer parmi tous les gens qui vont avoir partagé une copie du roman d'Alexandre. C'est un excellent roman jeunesse, je vous le recommande et je vous souhaite un super podcast cette semaine. L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Cette semaine, en entretien avec un guerrier, on reçoit Alexandre Gauthier, qui est un pratiquant d'arts martiaux, mais on le reçoit aujourd'hui spécialement pour un livre qu'il a écrit, qui parle d'arts martiaux, puis un livre qui s'adresse aux jeunes, écrit en français, au Québec, qui parle d'arts martiaux. C'est plutôt rare. Là, on osait peut-être dire même, j'osais peut-être dire même, peut-être une première, mais ça, qui sait, tu sais. Alexandre, bonsoir, comment ça va? Salut, ben oui, je suis super content d'être sur ton podcast. Ben merci d'être venu. Écoute, pour la petite histoire, avant qu'on embarque dans ton parcours personnel, ben Alexandre et moi, nos chemins d'étudiants se sont croisés à un moment, mais on va pouvoir en parler dans ton parcours. Mais ça fait plusieurs années déjà. Fait que, Alex, je vais commencer par ma question typique. Tu viens d'où, puis à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie? Ben moi, j'étais un petit gars de Trois-Rivières, tu sais, puis comme bien des jeunes de ma génération, là, moi j'ai dans la trentaine, là, tu sais, mais tu dois être un peu comme moi, là, tu sais, on a grandi avec Karate Kid, Tortue Ninja, trucs comme ça, fait que j'ai vraiment insisté que ma mère m'inscrive au karaté quand j'étais jeune, mais tu sais, c'est quand même, ça demande de la discipline puis de la pratique. Fait que comme bien des jeunes de ma génération aussi, j'avais genre une ceinture jaune avec un petit tape noir dessus, là, puis j'ai lâché ça. Fait que tu sais, il y a eu comme une longue pause entre ce moment-là puis l'espèce de désillusion que finalement, c'est pas comme dans les films, c'est pas un montage de 45 secondes avec de la musique pour devenir bon. Il faut vraiment t'y mettre, tu sais. Fait que là, j'ai comme lâché ça un bout de temps. J'ai fait d'autres choses, là, tu sais. Je me suis concentré plus sur les arts. Moi, j'ai fait de l'impro, j'ai fait du théâtre, des trucs comme ça. Puis ouais, mon parcours, dans le fond, m'a amené à retourner aux arts martiaux il y a, je sais pas, 8-9 ans à peu près, là, quand je suis arrivé à Montréal pour étudier à l'INIS. C'est une école de cinéma puis de télé qu'on a ici à Montréal. Puis dans le fond, il y avait un club de Krav Maga pas loin de chez nous. Puis ça commençait ça au Québec à ce moment-là, puis j'avais vu des vidéos YouTube. J'étais allé plus par curiosité un peu, de voir c'était quoi. C'était vraiment à 3 rues de chez nous, là, tu sais. Puis j'étais un peu comme tombé en amour et avec le sport et avec celle qui donnait les cours, avec Sarah. Prof, Ben oui, c'est ça. Puis j'ai aimé la pratique, tout ça, donc j'en ai fait ben, chaque semaine depuis ce temps-là. Mais tu sais, même à ça, je suis quand même pas un athlète d'arts martiaux. J'ai vu les autres invités que tu avais à ton podcast, puis c'est sûr que ben, on est dans une autre ligue, là, tu sais. Non, oui, mais 8-9 ans de pratique, c'est beaucoup. Ben, c'est de la pratique temps partiel, là. Oui, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de gens. Ça, c'est une passion, là, tu sais. C'est ça, mais la plupart des gens qui ont déjà fait des arts martiaux au Québec, si tu fais un sondage, sont dans la catégorie que tu décrivais tantôt. Ils en ont fait un petit peu quand ils étaient jeunes, puis ils ont arrêté quelque part. Ceux qui ont poussé ça un petit peu loin, se sont rendus ceinture noire, puis ils ont arrêté ça là. Fait que, tu sais, les gens qui continuent, c'est infinitésimal. Donc, de continuer à en faire, même si c'est en dilettante pendant
depuis 8-9 ans, c'est déjà excellent. Tu disais, c'est ça, tu disais que tu as passé par les arts. Peux-tu nous décrire un peu ton parcours? Ça va me permettre de mettre en contexte aussi éventuellement le roman dont on parlera. Là. T'as étudié quoi? Où? Explique-nous ça. Ben, mettons, si je fais une courbe très rapide de tout ça, là, tu sais, j'ai étudié au cégep en théâtre, tu sais, je voulais devenir comédien. Puis finalement, ben, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ça que je voulais faire réellement, comme ça arrive des fois. J'ai fait un crush par les communications, c'est là qu'on s'est croisés là, à l'UQTR en communication sociale. D'ailleurs, on faisait tous les deux de la radio, fait que c'est drôle de se repogner. Sur un podcast. Un podcast qui existait moyen dans ce temps-là. Le podcast c'était comme pas quelque Québec, chose qui existait. Ouais, c'est ça, ou en tout cas, c'était bien marginal, puis c'était pas écouté comme ça l'est maintenant. Clairement, Mais ouais, fait que j'ai fait ça. Ensuite de ça, j'ai fait de la coopération internationale pendant une couple d'années après mon bac. Là, c'est là que j'étais allé au Mali, j'étais allé au Honduras, j'étais allé en Équateur. Donc, j'ai fait des jobs de coopération internationale vraiment en communication sociale. Tu sais, ce que j'avais étudié au baccalauréat, mais il me manquait le côté créatif là, de l'affaire. Là. Fait que à un moment donné, j'étais justement au Honduras, là, je me questionnais sur ma vie. Puis c'est là que je me suis inscrit à l'INIS, qui est l'école là, que je nommais tantôt là, de cinéma, télévision à Montréal. Ils m'ont comme accepté pour l'entrevue, puis dans ce temps-là, les entrevues, ça se faisait pas par Zoom. Fait que là, j'ai comme été devant un choix. Là. Tu sais, soit je continuais mon chemin dans la coopération, ou je virais, pas 180, mais quand même un bon nombre de degrés. Je rentrais à Montréal, j'allais faire l'audition. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je leur ai dit à l'entrevue qu'il n'y avait pas le choix de me prendre, vu que je venais de quitter une job, puis que j'avais pris l'avion pour venir. Et ben ça a fonctionné, ils m'ont pris. Ils ont aimé ça, ouais. Ben, moi, je pense qu'il aime ce genre de drive-là, tu sais, parce que si tu veux réussir dans un domaine artistique, tu sais, il faut que tu aies ce genre de guts-là, faut que tu sois un peu têtu puis que tu crois en toi, fait que je pense que, ben, je vais avoir un certain talent aussi qu'ils ont vu, là, mais l'attitude était là-bas. Mais tu vois, cette persistance-là, puis la persévérance, s'il y a bien quelque chose qu'on apprend dans les arts martiaux, c'est ça, parce que ça existe, là, des gens qui ont un talent naturel là-dedans. Toi, je sais pas comment t'as vécu ça quand t'as commencé Krav Maga. Moi, quand j'ai commencé karaté, j'avais jamais fait de sport de ma vie à part un petit peu de taekwondo à l'enfance comme toi. J'étais zéro sportif, j'étais un nerd, là, tu sais, je l'assume. Puis comme maintenant, je fais ça professionnellement, tu sais, fait comme j'aurais jamais gagé sur moi à 20 ans, comme dans 15 ans, tu vas avoir une école de karaté, j'aurais ri, là. Non, exact. Je trouve que ton parcours, il est quand même spectaculaire là-dessus. Ouais, c'est impressionnant. Mais c'est un des trucs qui est cool dans les arts martiaux, mettons, comparé à d'autres sports. Moi, je pourrais pas joindre une ligue de hockey, mettons, une fois adulte, vu que j'ai pas joué quand j'étais jeune. Ouais. Tandis que quand t'arrives d'un dojo, t'es ceinture blanche, on s'attend à ce que tu sois ceinture blanche, puis tu vas rester ceinture blanche le temps que tu pognes les compétences de la jaune, puis après, tu vas monter, puis tu sais, on va te prendre où ce que t'es, puis on va t'amener, tu sais, puis il y en a, ils ont fait la même pratique que moi, puis ils ont atteint la ceinture noire en beaucoup moins de temps, tu sais. Mais c'est correct, après ça, on part chacun d'une place, on a chacun un investissement à mettre, puis c'est ça, il y a un côté comme ça dans les arts aussi, c'est qu'à un moment donné, tu pars d'où ce que t'es, puis si tu veux en faire une pratique professionnelle, ben ça peut pas être justement là, juste à temps partiel comme je fais les arts martiaux. Faut que tu t'y mettes temps plein à un moment donné. Exact. Puis tu sais, moi, c'est drôle parce que on a quand même des parcours qui se recoupent. T'sais, moi, j'ai fait de la musique pendant 20 ans avant tu sais, mais c'était comme on the side parce qu'on était au Québec. Puis le rap québécois était pas ce qui est rendu aujourd'hui. Fait que d'en vivre à l'époque, c'était inimaginable, genre. Puis j'ai dû arriver à un stade, un peu comme ce que tu dis, où, tu sais, le questionnement de dire, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qui suis-je si je ne fais plus de musique? Genre, pis là, parce que faire de la musique, là, vraiment avec beaucoup de temps, disons. Parce que j'ai jamais arrêté complètement, puis récemment, j'ai même repris beaucoup, mais seulement composition. Parce que je pense que c'est des trucs qui restent en nous. Tu sais, la création. Puis je pense que les arts martiaux, quand t'es vraiment passionné, ça va rester en toi. Tu sais, tu peux arrêter, mais tu sais, ce que t'as acquis, ça reste en toi pareil. Tu sais, tu vas chercher un bagage là-dedans qui te quitte jamais. Mais par contre, la différence avec les arts martiaux, c'est que contrairement aux arts,
si tu arrêtes la pratique, il va falloir que tu te dérouilles beaucoup plus. Tandis que si tu sais peinturer, tu sais peinturer comme... Si t'es bon en dessin, tu ne deviendras pas moins bon en dessin si tu arrêtes de dessiner, tu sais. En tout cas, ouais, ça se peut que tu sois un peu moins souple si tu reprends après une couple d'années les arts martiaux. Exact, exact. L'écriture, par contre, ça, c'est un muscle. T'écris. Moi, j'ai déjà écrit beaucoup de textes. Écrire, c'est un muscle. Ça, c'est comme les arts martiaux. Écrire, si t'arrêtes d'écrire souvent, quand tu vas t'y remettre, là, tu vas être rouillé. J'en suis convaincu. Puis c'est une raison pourquoi je m'y remets pas, parce que ça fait plusieurs années que j'ai arrêté d'écrire. Puis je suis plus du tout dans le vibe de ce qui existe aujourd'hui, donc je me verrais mal tout reprendre à zéro pour retrouver des automatismes. C'est vraiment là où je vois un parallèle. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je vois beaucoup de parallèles entre la pratique des arts martiaux puis l'écriture, puis en tout cas ce que je fais dans la vie comme auteur, plus, là, tu sais, puis il y a le coach de Georges Saint-Pierre, le Firaz, là, qui, moi, j'aime bien ce qu'il fait, je suis son podcast, puis tout ça, puis quand il parle de la pratique des arts martiaux, tu sais, lui, il dit qu'il faut que tu en fasses tous les jours, tu sais, c'est ça, pour lui, son modus operandi, si tu veux, là, c'est que tu n'arrêtes pas d'en faire. T'sais. Puis je fais la même chose avec l'écriture. Il n'y a pas une journée presque, même les fins de semaine, j'écris quasiment tout le temps. Puis après ça, je fais pas tout le temps des 8 heures d'écriture à me casser la tête. Là. Des fois, c'est plus court que ça. Mais j'arrête pas. Tu sais, un jogger, il court quasiment tous les jours là, s'il veut gagner une course ou quelque chose. Fait c'est la même chose en écriture, mais c'est ça, il y a beaucoup de parallèles. C'est de la discipline, c'est... c'est infini les espèces de liens qu'on peut créer. Ah ouais, vraiment, vraiment. Puis tu sais, je pense que pour rester, peut-être que ce que je disais tantôt, tu vas toujours savoir dessiner, c'est vrai, mais par contre, quand tu crées, on dirait que pour que ce flux-là sorte comme un peu à volonté, il faut que tu le gardes vivant. À partir du moment que tu mets ça on the side dans ta vie, mettons, peindre ou sculpter ou composer de la musique, quand tu vas t'y remettre, ben il va falloir que tu reprennes des automatismes, que tu repartes ta créativité parce que c'est comme un muscle. C'est vraiment ça. C'est vraiment une très bonne comparaison. Et puis, on l'a pas mentionné, là, mais je trouve que... est-ce que tu pratiques encore le Krav Maga, là, même si c'est temps partiel? Est-ce que tu as continué depuis la pandémie? Ben là, la pandémie nous a vraiment coupé les jambes, je dirais. Là. Fait qu'on a réussi à réouvrir 2-3 fois avec des masques on and off le club, mais ça a été ça a été très temps partiel. Fait que tu sais, j'en fais chez nous, je fais du shadow boxing pour le fun, mais tu sais, c'est vraiment plus pour moi que c'est sûr que quand je vais retourner dans une pratique plus régulière, là, va falloir que je remonte un peu la pente. Ah ouais, c'est ça. mais oui, on a continué d'en faire, tu sais, puis c'est ça, on s'est adapté un petit peu. On en a fait avec du monde du club, on faisait ça dans le parc, comme des... ben, c'est ça, là, c'est sûr que la pandémie, ça... Mais tu vois, là, le club, il a repris, là, tu sais... présentement, ça fonctionne à pleine capacité, tout va bien, tu sais. Ben là, moi, ça donne que dans ma vie personnelle, j'ai eu un petit bébé récemment, donc c'est plus ça qui m'occupe, là, je te dirais. Ouais, non, ça, je comprends ça. Les miens sont rendus plus grands, là, mais je suis passé par là. Mais c'est ça, je voulais qu'on mentionne quand même, c'était qui ta prof, parce qu'on a dit, je suis tombé en amour avec l'école, le style la professeure, mais on l'a reçu sur le podcast à cause de toi. C'est Sarah. Est-ce que c'est encore elle qui s'occupe du club, oui? Oui, c'est vraiment une bonne école, rigoureuse, elle apprend les bonnes techniques, l'ambiance du club est vraiment le fun. Fait que c'est ça, tu sais, c'est... Puis tu peux y aller à tout niveau, là. Tu sais, il y a du monde qui ont déjà fait d'autres arts martiaux avant, qui arrivent, ils ont déjà un gros bagage, puis il y a du monde comme moi qui avait juste le goût de s'y mettre, puis on accueille tout le monde. Ouais. Elle a vraiment une énergie. Ben, vous irez écouter l'épisode, je vais mettre le lien. Elle a vraiment une énergie contagieuse. On l'avait trouvé vraiment comme... Ah oui, on avait fini le podcast, on était comme, mon Dieu, on est de bonne humeur quand on finit d'y parler. Mais c'est ça, tu sais, il faut pas avoir l'air violent des fois les arts martiaux. Pour du monde de l'extérieur, tu sais, ils tapent, ben surtout Krav Maga, tu tapes Krav Maga dans YouTube, le monde a l'air débile, tu sais. C'est des gars habillés en armée en Israël qui se donnent des coups de coude d'en face, tu sais. La réalité de la pratique, c'est pas ça, là. Ça ressemble aux autres sports d'arts martiaux qui existent au Québec, là. C'est juste que les techniques sont différentes parce que c'est une approche un peu différente, mais c'est pas, c'est convivial, c'est le fun, puis, ouais, 100%. Là, on va venir dans le vif du sujet. Là, tu viens d'avoir un bébé. Félicitations. Puis est-ce que c'est pendant la pandémie et la paternité qui s'en venait ou qui est rendu là, qui vient d'arriver, qui fait que
tu t'es dit, ah, j'ai du temps pour écrire ou t'écrivais déjà? C'est-tu ton premier roman? C'est la première fois que j'écris dans un livre. D'habitude, j'écris de la télé ou des séries web, des trucs comme ça. J'étais plus scénariste, mettons. Puis ça adonne que durant la pandémie, après, j'avais plus de temps parce qu'on faisait plus rien. Donc, ça m'a libéré de l'espace. Puis j'avais cette idée-là de ninja que quand j'étais jeune, j'étais pas un tripeux de lecture, mettons, là, tu sais, à l'école primaire, tout ça. Tu sais, je lisais des livres dont vous êtes le héros. Je lisais une couple d'affaires, mais j'étais pas un grand fan. Je tripais ces films d'arts martiaux, les films de kung fu. Tu sais, c'était ça vraiment qui me faisait triper. Puis je me suis dit, mettons que j'étais un jeune aujourd'hui, je voulais lire quelque chose. Ça existe-tu un genre de roman comme ça? Et en tout cas, dans ma courte recherche, tu sais, il y en a pas beaucoup, du moins. C'est pas quelque chose qui foisonne. Donc là, je me suis dit, je pourrais l'écrire, tu sais, cette histoire-là dans un univers d'arts martiaux, mais c'est vraiment un genre de Karate Kid avec des blagues, là, tu sais, on s'entend. Puis parce que je me replongeais, puis c'est drôle quand, tu sais, on était au primaire, puis là, tout le monde disait, en fait, quand t'arrives plus vieux, puis tu te questionnes sur ta vie, il y a tout le temps quelqu'un qui te dit, mais pense à ce que tu voulais faire quand tu étais jeune. Tu sais, c'était quoi ton rêve quand tu avais 8 ans? Tu voulais être pompier, astronaute. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, la seule chose que je voulais être, c'était un ninja. Là, genre, profession ninja. Fait que je peux pas. Mais toi, c'est un peu ça que t'as fait finalement avec le karaté. T'as suivi une courbe d'arts martiaux. Moi, je suis devenu auteur. Puis je me suis dit, je vais faire vivre ça à mon personnage. Tu sais, il a comme 15 ans, il se questionne sur sa vie, puis il décide de dire, OK, je vais devenir un badass, je vais devenir un ninja, je vais... Tu sais, c'est ça, je vais gagner confiance en moi, puis je vais régler mes problèmes grâce à ça. Finalement, c'est pas si évident que ça. Puis pourquoi la littérature jeunesse? C'était-tu voulu ou comme tu t'es mis à écrire, puis tu fais, en l'écrivant, t'as fait, je pense que ça s'adresse aux jeunes, l'histoire que j'ai dans ma tête, là, tu sais? Ben oui, puis c'est pas la première fois que j'écris pour les jeunes non plus. Pour la télé, j'ai souvent écrit pour les jeunes fin primaire, début secondaire. Donc c'est un groupe d'âge que je connais bien, je comprends ces jeunes-là un peu, tu sais, fait que j'avais le goût de les faire triper. Puis j'ai de plus en plus d'amis qui ont des enfants de cet âge-là. Là. Moi, ma fille est vraiment jeune, mais j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont des jeunes de cet échantillon d'âge-là. Donc, j'ai pu avoir des premiers lecteurs aussi qui m'ont donné des feedbacks, qui m'ont... c'était le fun quand même, cet échange-là, en cours d'écriture. Fait que oui, faire triper les jeunes, il y avait ça. Puis il y a le côté de... Moi, quand j'étais jeune, si j'avais pas trippé sur Karate Kid, Tortue Ninja, Jean-Claude Van Damme, etc., aujourd'hui, je ferais probablement pas de Krav Maga parce que j'aurais pas eu cette pulsion-là, probablement, tu sais. Fait que je me suis dit, et, je sais pas, moi, ça m'apporte tellement, cette passion-là pour les arts martiaux, que j'ai découvert jeune qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui passe ça aux jeunes d'aujourd'hui. Fait que, humblement, je me suis dit, je vais faire un roman, ça va parler de ça, ça va être trippant, ça va être le fun, on va faire rire les jeunes, on va les embarquer dans une histoire qui a de l'action, qui a du kung-fu, que, tu sais, à chaque page, je voulais qu'il y ait une surprise, qui se passe de quoi, là, tu sais, c'était ça un peu c'est dans cet esprit-là que je l'ai écrit. Puis, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu arrives avec un bon timing, parce que là, il y a comme une recrudescence au niveau culturel avec Cobra Kai, là, tu sais, ça a vraiment explosé, puis ça a été bien fait, tu sais, c'était comme, ça aurait pu être vraiment mauvais, puis c'est super cheesy, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est hyper prévisible, on sait tout que, ok, le prochain méchant, c'est sûr que ça va être lui ou machin, mais comme c'est bien amené, tu sais, cette nostalgie-là. Fait que je pense que tu arrives avec ton roman à un bon moment, effectivement, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui arrivent des suites de Cobra Kai, des jeunes, là, tu sais, qui font « Ah, mon jeune, écoutez Cobra Kai, là, il veut faire du karaté comme ça. » Puis là, on est comme obligé de faire « Oui, d'accord, mais c'est pas le cinéma, tu sais. » mais c'est clair. Puis tu vois, c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'ai déjà discuté dans un podcast avec des collègues podcasteurs français. Puis on avait jasé de l'influence de la culture sur le fait que les gens font des arts martiaux. C'est comme tabou, tu sais, dans la vieille génération de dire « Ben oui, moi j'ai trippé sur Karate Kid, c'est pour ça que je fais du karaté. » C'est comme, ça enlève un peu la noblesse du truc, là, tu sais. Mais, je veux dire, moi, un peu comme toi, comme ce que tu disais, moi, si j'avais pas été un die-hard fan de I Am, puis de l'école du micro d'argent, puis de Kill Bill, puis de plein d'affaires dans ce genre-là, ben j'aurais pas eu autant d'intérêt plus tard pour les arts martiaux. J'avais déjà une certaine fascination, puis je pense que ça, la culture contribue beaucoup
à la vitalité des arts martiaux, puis c'est important de le dire. C'est pour ça que je trouve ton projet super le fun, parce que, je trouve qu'il faut que les jeunes lisent plus, puis deux, ben, crème si ça peut amener du monde dans les dojos, ou donner quelque chose à lire à des élèves au dojo, ça serait merveilleux. Exact. Puis tu sais, toutes les références qu'on nomme depuis tantôt, c'est ben tu sais, Ayam c'était français, mais le reste c'est beaucoup américain là. Tu sais, c'est eux qui ont. Puis il y a tout le cinéma asiatique, mais ça on le connaît moins ici là. Tu sais, mais il y a rien de québécois. Il y a pas un film de kung-fu avec Alain Zouvi. Je l'attends encore ce film. Non, mais ça prend des œuvres aussi québécoises que tu te reconnais le héros. Il parle comme toi, il vit des choses comme toi, il vit d'une maison comme toi. Et tu sais, c'est ça, là, c'est un gars ordinaire, mon personnage, puis il est québécois, puis dans mon histoire, à un moment donné, il finit par devoir rentrer dans l'ordre secret des ninjas du Québec. Tu sais, c'est quelque chose qui existe dans cet univers-là. Puis il rencontre son idole, qui est un genre de Chuck Norris des années 90, comme s'il y avait un genre de Chuck Norris québécois qui aurait fait carrière aux États-Unis. Puis là, tu sais, il finit par le rencontrer, puis il est comme complètement subjugué, mais le gars... on est genre 30 ans plus tard, il est en chaise roulante, grincheux, il vit tout seul dans son bungalow, il est déchu, tu sais. Fait que c'est quand même drôle. Ils vont créer un genre de lien improbable, mais ils vont s'aider, tu sais, puis ils vont cheminer dans les arts martiaux tranquillement. Tu sais, finalement, il apprend quand même des bonnes affaires, même si c'est un tout croche, tu sais. C'est intéressant que tu parles d'un Chuck Norris québécois dans ton roman, parce que sur le podcast, on a reçu une personne que on pourrait considérer comme un genre de Chuck Norris québécois. C'est Sensei Jean Frenette. Jean Frenette, dans le milieu du cinéma et des arts martiaux, au niveau international, c'est une légende. Genre, il a déjà fait des shows d'arts martiaux à Bercy, sold out, là, devant genre 60 000 personnes à Bercy, en France. C'est une légende. Là. Les Français, quand je parlais à des collègues français, puis il était comme de Québécois, il était comme Jean Frenette, là, comme son comme oh, vous pouvez avoir Jean Frenette, vous êtes donc bien chanceux. Tu sais? Puis ouais, puis. Oh ouais, c'est pas malade. Ouais, puis ce gars-là a fait des films comme cascadeur. Fait que c'est pas un acteur, mais il est cascadeur pour Hollywood. Il a fait plein de gros projets, là. Tu iras voir son IMDb. Je vais mettre un lien vers son épisode. Il raconte des anecdotes. Il a rencontré et travaillé avec Van Damme, Chuck Norris. Il me semble qu'il y avait une photo avec lui. Puis c'est qui l'autre là que j'oublie? Même génération que Chuck là, faisait beaucoup de... Non, on aime Steven Seagal. Tu sais, toute cette génération-là, le gars les a rencontrés. En tout cas, Living Legend, Jean Frenette, allez voir son épisode. Il fallait que je le nomme parce que c'est ça, il a fait beaucoup de cascades, il a joué dans 300, dans plein de patentes, en tout cas. Puis lui... voyons donc. C'est un Québécois pour le connaître pas, c'est malade. Il a commencé dans ce qu'on appelle les sport martial arts, donc les arts martiaux extrêmes puis les open form, donc le côté plus artistique avec de la musique, des spins de beau, des affaires comme ça. Puis c'était une légende là-dedans. Là. C'est un de ceux qui a démocratisé ça puis rendu ça populaire. Il était fou, là, tu sais. Il a fait il y a encore des catas de lui sur Internet avec timé sur Eye of the Tiger, puis il fait des kicks dans les airs où il se tourne sur lui-même, tu sais, tu vois genre. Puis... Non, mais là, tu dis tout ça, puis ça va se ramasser dans mon prochain livre, c'est sûr. Tu pourrais sûrement le contacter pour faire ta recherche, parce que c'est ça, il est au Québec. Là, faut rendre hommage à un malade. Puis, éventuellement, lui, dans son parcours, après ça, il a dérivé, puis il est allé plus vers le Goju-Ryu, donc les arts martiaux okinawaïens traditionnels. Enfin, il a vraiment couvert tout le spectre. Puis ce qui est intéressant de cet homme-là, c'est que dans son discours, souvent, les gens qui sont traditionnalistes sont pas très down, sont pas très ouverts à tout ce qui est sport martial art, puis kata extrême, ces affaires-là. Puis lui, il a beaucoup de respect pour ça. C'est qu'il disait, il dit, là, je trouve que des fois, ça va trop loin, c'est trop dans l'artistique, puis plus dans le martial. Ça, avec quoi je suis d'accord. Mais, il dit, il y a encore des gens qui font des choses extraordinaires là-dedans. Puis, lui, il a marqué ce monde-là, puis aujourd'hui, il est dans les arts martiaux traditionnels. Fait que ça, c'était hot parce qu'il faisait un gap. Puis il nous avait même raconté que à une certaine époque, il y avait été des gens, parmi les gens qui avaient rencontré le CIO pour rendre le karaté aux Jeux Olympiques, mais que le open form et les sport martial arts y soient, un peu comme il donnait l'exemple, tu sais, il dit, t'aurais pu avoir le traditionnel d'un côté et le artistique de l'autre, comme en patin
aux Jeux olympiques, tu sais. Patinage artistique, patinage de vitesse. Un peu dans cette idée-là, tu sais. Mais même en gymnastique. Exact. Ça aurait été génial que ça marche, mais ça n'a pas fonctionné. Bref, fin de la parenthèse, Jean Frenette, mais c'est définitivement un homme à rajouter dans ton truc, pour les prochains livres. Mais des Québécois incroyables, là, il y en a plein, puis des Français incroyables aussi. C'est fou raide, là, comme quand tu parles à des maîtres d'arts martiaux. On a eu la chance de parler à des Français qui sont considérés comme des légendes internationales, puis qui étaient super accessibles. Puis c'est ce que j'aime dans les arts martiaux, c'est que souvent, les gens sont quand même faciles d'approche. Tu sais, si j'essayais de parler à l'équivalent, mettons, des acteurs, oublie ça, je pourrais jamais parler à Sean Connery, là, genre. M'asseoir avec un Sean Connery, où il est décédé, à son âme, là, mais c'est un mauvais exemple, mais tu comprends ce que je veux dire? Fait que comme ça, c'est le fun pour ça. Ouais. Mais même médiatiquement, on connaît moins les gens qui pratiquent les arts martiaux au Québec que les joueurs de tennis ou que, tu sais, je veux dire, il y a rarement, là, au téléjournal, mettons, on va prendre un petit moment à parler d'arts martiaux, même quand des Québécois, tu sais, là, ils ont fini par parler de Georges Saint-Pierre, mais longtemps, même Georges. À part Georges Saint-Pierre, là, puis à part des gens en MMA puis en boxe, au Québec, il y a Nicolas Gill qui s'est illustré en judo, tu sais, qui est devenu connu médiatiquement, mais à part ça, il n'y en a pas beaucoup, là. Puis en karaté, il n'y en a pas. Tu sais, il y a Marie-Ève Dicker qui vient de chez Karaté Sunfuki, qui est mon école, ma famille d'école. Marie-Ève Dicker, avant d'aller en boxe, était en karaté. Elle a fait 20 ans chez Karaté Sunfuki avant d'aller en boxe. Mais à part ça, tu sais, il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Puis c'est une des raisons d'être de notre podcast, en fait. On se disait, on va donner une tribune, puis peut-être aussi la possibilité aux vétérans de pouvoir s'exprimer sur leur parcours avant qu'ils partent, avant qu'on les perde, tu sais. Puis l'avantage d'un podcast, c'est que là, c'est pas la parole de quelqu'un que moi j'écris avec mon interprétation, c'est sa parole directe. Fait que on pourra jamais dire qu'on a déformé ses propos, tu sais. Fait que bref, mais revenons à ton livre, j'ai remarqué que la couverture, il y a le chiffre 1 dessus. Donc, vous avez l'intention d'en faire une série. C'est-tu déjà en chantier, le 2, ou comment ça s'enligne? Tu vois, moi, je voulais commencer par l'épisode 4 comme Star Wars, mais ils m'ont dit que ça serait mêlant. Mais oui, l'idée, c'est d'en faire une série. Là, ça ne sera vraiment pas 22 tomes. Là, on va pas en faire à l'infini, mais il y en a un deuxième qui est en cours d'écriture déjà parce que le but, c'est que il n'y ait pas un énorme temps entre les deux romans. Donc, je suis déjà... C'est pour ça, là, ton Jean Frenette, là, ça se peut que ça m'inspire. Tu revoir sur lui, c'est... Oui. C'est un peu comme les films de notre enfance, c'était tout le temps des trilogies ou je sais pas quoi, puis on dirait que je suis pogné dans ce pattern-là de vouloir recréer cette trip-là de quand on était jeune, donc tu sais, oui, peut-être au moins un deuxième, là, puis on verra si on peut-être devenir le Brian Perrault de la littérature martiale. Ben, moi, en fait, j'ai tellement hâte, tu sais, ça fait comme 2 jours que le livre est en librairie, là, tu sais, au moment où on enregistre, là, quand il va être diffusé, ça va peut-être faire 2 semaines, mais, tu sais, donc là, j'ai pas de feedback encore des jeunes qui le lisent, tu sais, mais vraiment hâte d'avoir soit des jeunes qui m'écrivent ou je sais pas si ça va être dans un salon du livre à un moment donné qui vont venir me parler puis de voir un jeune qui a lu ça puis si ça l'a motivé à faire de quoi ou à s'inscrire ou tu sais si un moment donné un coach ou un sensei m'écrit pour dire hey moi j'ai des élèves qui me parlent de ton livre tu sais ça serait tellement parce que on va se dire c'est pas payant la littérature jeunesse là tu sais tu fais pas ça pour l'argent mais si tu peux amener ce niveau-là ou avoir ce feedback-là, ça serait question pour toi. On a beaucoup d'auditeurs en France. Je te dirais à peu près 30% des gens qui nous écoutent sont en dehors du Canada. Est-ce que le livre est disponible d'une façon ou d'une autre pour quelqu'un à l'extérieur du Canada? Ben, c'est une super bonne question que je me suis pas posée encore. C'est la première fois qu'on me la pose, mais si on va sur, tu sais, il y a Cube Livre, là, tu sais, QUB Livre, c'est l'entreprise de Québécois, ou sur genre leslibraires.com, qui est l'équivalent indépendant au Québec. J'ai l'impression que tu peux, il y a peut-être un format électronique que tu peux acheter, ou peut-être un concept de shipping, là, tu sais. Mais c'est sûr que en librairie, sur Amazon, il y a moyen de le commander par là. Ouais. Exact, mais c'est ça, mais c'est une bonne question. Allez commander au Québec. Faites-vous le shipper. Faites-le shipper. Écrivez-nous. Écrivez Entretien avec un guerrier.
C'est ça. Dans les commentaires, on va mettre ton adresse, tu leur chipperas ouais, non, mais c'est ça. Ben écoute, moi, je suis vraiment excité. J'ai hâte de lire, pour être franc. J'ai pas encore eu le temps, parce que je suis très occupé. Mais je vais le lire, puis je l'ai donné à mon fils comme devoir à lire. Lui, il a 12 ans. C'est un gros lecteur, fait que dès qu'on va avoir terminé la lecture, les deux, on va faire un petit review. On en fait de temps à autre là, sur la chaîne. On fait des reviews de films, soit martial ou de Batman. C'est la seule exception qu'on se permet. Et puis des livres aussi, j'en ai déjà fait. Fait que ça va nous faire plaisir de le faire. Écoute, je vais te souhaiter bonne chance avec la suite. J'ai vraiment hâte de lire ça. Ton cover inspiré de Kill Bill, là, c'était parfait pour moi. C'est comme, je sais pas s'il faut pas le dire, mais... Ben oui, mais là, on voulait rendre hommage justement à ça. Fait que, tu sais, puis Kill Bill, tu sais, le cover était tellement écœurant que... C'était fou. Puis, est-ce que t'es un fan de Tarantino? Ben oui, c'est sûr. Ouais, j'imagine. C'est ça, c'est tous ces cinémas-là qui inspirent Dans le livre, il y a des scènes de films de ce Chuck Norris-là, tu sais, que un peu des parodies des films de quand on était jeune, un peu mal traduits parce qu'on les écoutait en français. Tu sais, mais ça les rend meilleurs! Ben moi, je les écoute encore demain. Ben oui! Ben oui! Moi, un film de Bruce Willis, là, sa voix originale, j'en ai rien à cirer. Je veux la vieille voix boîte. Je pense que je l'ai jamais entendu. Mais moi non plus. J'ai écouté tous les X-Files en version doublée en France. Là, un jour, j'ai fait « Ah, je suis rendu adulte, je suis capable d'écouter en anglais. » Là, j'ai fait « Arc! Arc, arc, arc! » Je suis switché. J'étais comme « Ah! » Mais ouais, ça je pense que notre génération, on est les derniers à vivre ça parce que mon fils qui a 12 ans avec Netflix et compagnie, il s'habitue au contenu original puis ils mettent les sous-titres au pire ou ils vont mettre la version doublée, mais c'est plus rare. Là. Fait qu'il n'y a pas ce phénomène-là autant aujourd'hui avec l'Internet, je pense. Ben, dans un sens, tant mieux pour les artistes et les créateurs, vu que ça ajoute pas souvent du bon à l'œuvre. Mais il y a comme une nostalgie. C'est un peu comme les VHS, les traductions. Fait que, tu sais, le livre, il est pour les jeunes, mais moi, je pense qu'un parent qui lit avec son jeune ou qui lit lui-même, là, tu sais, il va catcher. C'est un peu comme les films de Pixar, là. Il y a des jokes clairement c'est fait pour l'adulte à côté, qu'il y a des référents là-dedans que les jeunes pigeront peut-être pas toutes, mais que leurs parents vont faire « Ah oui, ça, je me rappelle, c'est dans Prédateur, ou c'est dans tel autre film. » 100%. 100%. Puis, t'as parlé tantôt que t'avais fait de la scénarisation télé. Est-ce que y a-tu des projets que t'as sortis que les gens peuvent consulter? Si oui, où? Et sous question, est-ce que Gros Ninja, ça serait dans tes plans de faire quelque chose avec ça? Ben moi, j'adorerais faire une version de Gros Ninja pour la télé, là, que ce soit télé, cinéma, web, je m'en fous, là, tu sais, d'incarner ces personnages-là, ça serait incroyable, là, tu sais. Puis on n'en a pas d'histoire de kung fu, d'histoire de karaté, d'histoire d'arts martiaux. Il y en a pas ni dans notre cinéma, ni dans notre télé. C'est un genre qui n'existe pas ici. Et pourtant, il y a tellement de monde qui aiment ce genre-là, puis il y a tellement, tu sais, les jeunes, ils trippent sur Cobra Kai, ils vont tripper sur Gros Ninja si ça passe à la TV. Ben, c'est ça. Là, la première étape, c'était de faire un livre que les jeunes vont lire. Puis l'autre étape, ce serait de trouver comment on l'adapte, parce que, tu sais, il y a des choses qui s'adaptent bien, il y a des choses que, ben, tu sais, c'est ça, c'est un livre, là, fait qu'il y a des libertés qu'on prend dedans. Ben oui, ça serait écœurant de faire ça, là, ça serait un rêve même. Moi, je pense que c'est même souhaitable qu'il y ait des projets comme ça qui voient le jour, parce que trop souvent, sur les plateformes québécoises, le problème, c'est qu'ils essayent de concurrencer Netflix, Crave, tu sais, tout ça. Ben, Crave, c'est canadien, mais ils essayent de concurrencer Netflix et Amazon Prime. Mais quand ils mettent des projets québécois, c'est un peu trop souvent des projets faits et pensés par des créateurs d'une autre génération, à part quelques exceptions, genre les gars de série noire puis de... les Invincibles tout ça, là. Je veux dire, le contenu québécois, trop souvent, il va pas dans le contenu de genre, tu sais. Puis, avec Série Noire, je pense qu'ils ont commencé à catcher que c'est pas parce que c'est niché que ça aura pas une durée de vie sur une longue période, parce que tu vas chercher, oui, une petite niche, mais ça va avoir une durée de vie vraiment longue, parce que c'est pas quelque chose qui va passer date. Série Noire, c'est culte, tu sais. Les Invincibles, c'est culte. C'est vraiment on point, je trouve, sur la tendance là en télé, que
de plus en plus, il va y avoir des contenus comme ça parce qu'il faut que ça se démarque. Il faut que ça se démarque au Québec, il faut que ça se démarque à ils vont continuer de faire des téléromans, ça mourra pas, là, parce qu'il y a encore un public pour ça. Mais s'ils veulent aller chercher les jeunes, là, puis par jeunes, je veux dire, mettons, 18-40 ans à peu près, ou les ados, notre génération aussi. Les jeunes encore qui ont accès à Netflix. Pour le convaincre le jeune d'aller écouter un show québécois, faut qu'il soit bon, ton show québécois. Faut que moi, mon but, c'est qu'il ait plus le goût de lire Gros Ninja que de lire un roman d'un Américain ou d'un truc. Mais même chose si on le faisait en film. Je veux qu'il y ait le choix entre le dernier film de super-héros puis Gros Ninja, mais il va aller vers Gros Ninja parce qu'il parle en québécois puis qu'il reconnaît... il se reconnaît. C'est ça. Je veux qu'on se reconnaisse. Puis aujourd'hui, avec les plateformes de streaming, le fait que tu le fasses hyper québécois... L'argument de l'accent est plus valide parce que si, mettons, Netflix achetait ta série, ils vont juste faire bon, ben, on va le doubler dans 10 langues puis on va le vendre partout. Tu sais, ça va faire exact. Le film Jusqu'au déclin qu'ils ont fait là, sur Netflix là, avec les survivalistes, il a été. C'est un film québécois, il a été traduit, je pense, en 100 langues, une affaire de fou. Puis il a été vu 20 millions de fois dans le premier mois, tu sais, que j'avais lu. C'est incroyable, là, tu sais. Puis c'est un film. C'est au Québec, il y a Réal Bottin des motoneiges. Qu'est-ce que tu veux de plus québécois, là? Exact. Mais ça c'est un martyr des damnés aussi de Robin Aubert, c'est un peu ça. Il avait été mis sur Netflix aussi. Tu sais, et c'est drôle, hein, on parle de deux affaires hyper hyper niche, tu sais, survivaliste, film de zombies. Comme, c'est ça le problème de la télé et du cinéma québécois. On va pas assez, à part la comédie, là, on va pas dans les thrillers, on fait pas tant de science-fiction. À part dans une galaxie près de chez vous. Là. Je veux dire, non, encore là, il y a eu quelques films de science-fiction, quelques thrillers, quelques films d'horreur. Mais, tu sais, c'est ça. Film d'arts martiaux, c'est un genre, là, mais, puis, est-ce que ça vient qu'ils n'ont pas financé ça parce qu'ils en ont eu des propositions? Ou peut-être qu'ils n'ont juste jamais eu de propositions parce que c'est pas non plus... Tu sais, il faut un mix de quelqu'un qui trippe sur écrire des histoires et qui trippe ses arts martiaux. Tu sais, on n'est pas... plein d'auteurs à triper ces adaptations. Puis en même temps, en ce moment, à l'international, si tu fais qui est le plus grand réalisateur de science-fiction au monde, pas mal tout le monde va faire Denis Villeneuve. Ouais, c'est vrai. C'est un Québécois, tu sais. Fait comme je pense que le talent, il est là. Puis ça, c'en est une excellente preuve qu'on pourrait faire des choses huge. Denis Villeneuve, là, si on lui permettait de faire un film au Québec, autre que genre, oh mon Dieu, encore un énième film d'auteur québécois, larmoyant, il le ferait, là, je suis sûr, là, comme entre deux dunes. Il va pas le refaire, ben ouais, exact, c'est sûr. Il pourrait... Là, c'est sûr que, tu sais, ça doit être tentant quand même quand t'as les moyens de Dune de jouer avec ces affaires-là, là. Ça doit être un méchant trip, là, fait que je le comprends de le faire, mais il y en a, comme, là, Xavier Dolan, il va faire une série télé, là, tu sais, au Québec, mettons, ben, tu sais, des fois, il y en a où Philippe Falardeau qui a fait des films américains, il vient de sortir une série télé au Québec. Fait que, tu sais, c'est pas une fois que t'es aux États-Unis, t'es plus québécois, là. Tu peux encore faire tu peux encore faire des choses, tu peux encore faire des films au Québec. Fait que, oui, tu sais, on pourrait rêver, mettons, tu sais, moi, je rêve pour mon projet, mais, tu sais, on pourrait rêver d'un Gros Ninja fait, avec quand même des bons moyens puis qui voyage partout dans le monde, pourquoi pas, tu sais. Parce que l'histoire est universelle, la comédie qu'il y a dedans est universelle, tu sais, c'est quelque chose. Puis, tu sais, Karate Kid et Tortue Ninja, c'est pas juste au Québec qu'on a grandi avec ces affaires-là, tu sais, je veux dire, c'est mondial, là, cette tendance-là. Fait que l'espèce de côté d'un jeune qui se sent pas si bien dans sa peau puis qui décide de devenir ninja, même si c'est un peu, il se rend pas compte que c'est un peu naïf comme idée, ben, ça va toucher des gens dans toutes les cultures, probablement, là, tu sais. Ouais, à 100%. Plus tu parles de toi, plus tu touches à l'universel. Ça, dans l'art, je pense que c'est une loi universelle. Plus tu essaies de plaire à la masse, moins tu vas faire quelque chose d'intéressant. Plus tu parles de toi, plus tu vas faire quelque chose qui touche à tout le monde au final. Tu sais. Ouais, exact. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai écrit. Je l'ai écrit pour me plaire, pour me... Tu sais, puis c'est ça, là, je tripais ces arts martiaux avec le Krav Maga, puis tu sais, j'ai mis des... Puis, en tout cas, ceux qui font du ninja, ben, j'ai vu que tu as rencontré des vrais pratiquants de vrais ninjas. J'ai écouté des podcasts avec des vrais ninjas, puis juste un petit disclaimer là, pour ceux qui écoutent. Je veux pas dépeindre la pratique du ninjutsu comme elle se fait réellement, là. Tu sais, c'est le côté film d'action que... Puis, tu sais, le mot ninja, ben, c'est là, ça vient de là, parce que je sais que j'ai des amis qui en font du ninjutsu, puis
parce que j'ai intégré quelques éléments réels, mettons, de ninjutsu dans mon affaire, mais je suis aussi allé avec des niaiseries un peu qui sortent du cadre puis qui sont bons dans le côté Jackie Chan plus, tu sais. Oh, ouais, non, mais 100%. Puis de toute façon, tu sais, je pense que c'est important, comme dans toute chose, d'être capable de rire de soi puis de pas trop se prendre au sérieux. S'il y a quelqu'un qui prend mal... je parodie, souvent sous le couvert du ninjutsu, je parodie des éléments du Krav Maga ou des éléments de d'autres arts martiaux, du jiu-jitsu, de toutes sortes d'affaires. Fait que tu sais, c'est pas sur le ninjutsu. Je veux pas fâcher les vrais ninjas. Non, ouais. Ben non, en fait, quand mon co-host est pas disponible, j'offre à mes Patreons de venir prendre la place, puis que j'en ai contacté un qui est dans nos Patreons, qui est Kevin de Ninja Québec, puis là, il était comme « Ah, maudine, je suis à mon dojo ce soir, je peux pas. » Mais on le salue, puis tu sais, s'il y a bien un gars qui est décontracté qui se prend pas au sérieux, c'est lui, fait que je pense pas qu'ils vont... Je pense qu'ils vont être très intéressés par ton truc. Écoute, je vais te laisser là-dessus, mais... je te souhaiterais pas bonne chance, parce que j'ai comme un bon feeling, j'ai comme pas l'impression que tu vas avoir besoin de chance. J'espère que ça va blow up, puis je vais en parler à un maximum de collègues de ton livre. Si on peut le faire circuler parmi nos élèves, je pense que nos élèves, c'est la clientèle cible. Fait que, tu sais... exactement, tu sais... tu fais-tu... Mon but, c'est que vous autres, vous avez des lecteurs qui sont déjà dans les arts martiaux, puis mon livre qui amène des élèves dans vos écoles en échange. Ça serait merveilleux. Puis, est-ce que tu as des salons du livre, des événements qui s'en viennent, que les gens pourraient aller à ta rencontre, justement? Ben, ça va sortir. Tu sais, là, présentement, on n'est pas dans la période plus des salons du livre, là, mais oui, éventuellement, je vais en faire durant l'année, fait que les gens vont pouvoir. Puis même, je veux que les gens viennent me rencontrer, puis me dire qu'est-ce qu'ils ont pensé du livre, parce que ça, c'est un... Moi, je suis habitué de faire de l'impro, tu as du feedback tout de suite avec le monde dans la salle. Là, ça, le livre, tu l'écris, tu l'envoies dans l'univers, puis mais je veux ce feedback-là. Fait que si les jeunes l'écrivent, mais même soit au Salon du Livre, ou même écrivez-moi direct là, sur soit Facebook, Instagram. Je suis rendu sur TikTok, Manu, c'est dire. Là. Non, ben, on va mettre les liens dans tes réseaux sociaux pour que les gens puissent te suivre. Puis, bonne continuité, Alex. C'est vraiment un projet nice. J'ai hâte de voir comme qu'est-ce que ça va donner. Cool. J'étais content de te voir. Salut, bye.